D'abord, pour commencer, l'offre en eau a été beaucoup étudiée. Quand j'en parle de l'offre en eau, c'est essentiellement ce qu'on va retrouver dans nos rivières. Donc, essentiellement, tout ce qui est la modélisation des débits a été largement étudié en termes de changement climatique. On commence à avoir une assez bonne idée de quel pourrait être le portrait en 2050 au Québec pour nos rivières. Il y a un atlas hydroclimatique qui a été publié récemment par le gouvernement du Québec et qui montre ce genre de résultats. Et la démarche est assez directe. En fait, il y a plusieurs étapes pour réussir à monter un outil de ce genre-là. D'abord, ça commence par des choix au niveau des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Puis, il y a des modèles climatiques globaux qui sont mis à profit. Ces outils-là ne sont pas manipulés par les hydrologues, c'est les spécialistes de sciences de l'atmosphère de différentes agences gouvernementales qui vont travailler à développer les outils de prévision ou de projection du climat pour 2050 ou 2100. Il y a ensuite une mise à l'échelle au niveau du bassin versant, qui est une étape où on va prendre l'information sur une grille qui est assez lâche. Les modèles globaux, souvent, vont travailler avec une grille de 200-250 km, ce qui fait qu'il y a seulement un point de Québec. Le suivant, c'est à Montréal. Ce n'est pas une description très fine du territoire. Donc, il existe des outils pour raffiner l'information à une grille de l'ordre de 40-50 km, souvent, des fois moins, qui permet d'avoir l'information à une échelle plus spécifique pour les bassins versants. Le travail de l'hydrologue commence surtout à l'étape de la modélisation hydrologique où on va récupérer l'information climatique de les projections, puis on va les exploiter à l'intérieur de nos modèles pour projeter à son tour les débits en cours d'eau. Puis on pourra déduire les impacts hydrologiques en comparant les conditions futures aux conditions de référence. Les résultats peuvent ressembler à ceci. Par exemple, pour la rivière au Saumon, qui se trouve pas très loin de Sherbrooke, vous allez voir ici, la ligne en bleu représente l'hydrogramme sur une base annuelle de toutes les conditions actuelles. C'est donc la variation du débit en fonction du temps. On voit la crue printanière, des débits faibles pendant l'hiver, la crue printanière, une baisse et des débits plus ou moins constants le reste de l'année. En fait, l'information ici cache les variabilités d'une année à l'autre. C'est une moyenne interannuelle sur 30 ans. Donc, ce qui est caché ici, c'est que dans la période estivale et automnale, on va avoir plusieurs événements de crues qui vont apparaître suite à des précipitations importantes, mais qui ne se répètent pas aux mêmes dates d'une année à l'autre. Si on regarde pour le futur, bien, on obtient un résultat comme la ligne en rouge. C'est un résultat assez classique pour le Québec, une augmentation de l'eau dans les cours d'eau pendant l'hiver, une crue qui est un peu plus tôt parce que le réchauffement fait que le printemps arrive un peu plus tôt, une crue moins importante parce que l'hiver étant plus court, le stock de neige aurait été réduit. Et ce qui est assez important à noter, des débits estivaux plus faibles qu'actuellement. Et c'est une des craintes importantes que l'on a gérées au Québec parce que c'est une période où la demande en eau peut être importante et où l'offre peut être diminuée. Donc, c'est un premier message, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait potentiellement moins d'eau dans les cours d'eau qu'actuellement en plein été. Un exemple, une photo prise en septembre 2012, pas loin ici sur la rivière Chaudière, qui était à des niveaux très, très bas. Puis, on peut s'attendre à ce genre d'événement-là se répète davantage dans le futur. Je vais parler davantage de la demande en eau. Donc, d'abord, pourquoi étudier ça? C'est que si on s'intéresse à le devenir de l'eau en 2050, il va falloir mettre en place une stratégie de gestion. Et dans nos jargons, on aimerait que ce soit une gestion qui serait intégrée de la ressource en eau. Le terme intégré signifie que ce n'est pas uniquement les spécialistes technoscientifiques qui vont être à l'œuvre, mais également l'ensemble de la société, les économistes, les aspects sociaux, tous les autres aspects vont être pris en compte pour les décisions. Donc, qu'est-ce qui vient influencer ça? Bien, il y a un climat qui est changeant. Avec les changements climatiques, ça nous apporte de l'incertitude. On est beaucoup moins sûr maintenant de ce qui va se passer en 2050 qu'on pouvait le croire. Et s'il y a des incertitudes, mais surtout un climat qui change, c'est que le volume d'eau disponible pour la consommation, lui aussi, risque de changer. Et donc, les contraintes vont être potentiellement différentes.
D'autres influences, la société également va évoluer pendant cette période-là. Donc, la population peut changer, les aspects d'urbanisation, les technologies, les préférences, nos goûts, nos souhaits, notre façon de consommer l'eau. C'est des choses qui vont être probablement reparlées un peu plus tard aujourd'hui, même les aspects de réglementation. Tout ça peut aussi évoluer et va ajouter des stresseurs supplémentaires sur la gestion du futur. Dans notre stratégie de gestion, on pourrait inclure des aspects comme la protection de l'eau, la conservation de l'eau, qui sont des éléments qui agissent directement sur la demande. Il va falloir mettre en place différents outils d'arbitrage parce que l'eau sert toutes sortes de fonctions. Il y a l'habitat aquatique. Donc, dans nos rivières, en asséchant nos rivières, on va nécessairement avoir un impact sur l'habitat aquatique. Donc, si on prélève beaucoup d'eau de la rivière, c'est potentiellement cet habitat-là qu'on met en péril. Il y a les cycles biogéochimiques, c'est toutes les questions de transport de nutriments par les rivières, qui sont des processus naturels. Le cycle de l'eau aussi en fait partie. La santé des populations, bien sûr. Il faut approvisionner les villes, les industries, l'agriculture. Donc, c'est là qu'on agit principalement pour aller faire des prélèvements et enlever l'eau du cycle, et donc pour notre usage. Donc, ça fait référence à des volumes prélevés, donc les quantités d'eau qu'on va consommer, mais il y a une partie de cette eau-là qui va également être retournée. Donc, on a besoin de ces deux informations. Et finalement, mais, il y a aussi des valeurs culturelles qui sont associées à l'eau et qu'il faut prendre en compte. On dit souvent que la gestion de l'eau, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'il y a un certain volume de disponible et dès qu'on change l'équilibre, dès qu'on augmente, par exemple, nos prélèvements, c'est d'autres fonctions, d'autres usages qui ne pourront pas être mis à profit. Donc, il y a une question éthique là-dedans qui doit être abordée par rapport à ce que l'on fait ou pas. Si on veut préserver l'habitat des poissons tels que le doré jaune, le brochet, l'ombre de fontaine, des poissons qui sont présents dans le secteur de la rivière au saumon, dont je vous ai parlé au tout début, il faudrait essayer de maintenir le débit estival, donc le débit d'été, qui soit supérieur à 50% du débit moyen de la rivière. Donc, j'ai fait le petit exercice pour voir qu'est-ce qu'il y en est pour la rivière au saumon. Donc, si on regarde dans mon tableau, pour 50%, c'est la colonne du bas. Bien, présentement, il y a 55% du temps l'été où le débit est inférieur à 50% du débit moyen annuel. Donc, 55% du temps, ça passerait à 72% du temps en 2050. Ça veut dire que si on applique ce critère-là, il y a déjà beaucoup de stress sur l'habitat parce qu'il va y avoir des périodes où les quantités d'eau dans les rivières vont être faibles. Puis nous, bien, si on veut aller faire une demande accrue, bien, on va encore potentiellement accroître les problèmes. Ce qui nous intéresse peut-être davantage, c'est notre demande à nous, la demande de la société. Puis, mais là-dessus, au Québec, on n'est pas très bien choyé comme information à ce jour. C'est peut-être parce qu'on est habitué de voir notre ressource en eau comme étant très abondante. Ce n'a pas été une grande priorité. Donc, présentement, on ne dispose pas de modèle formel de la demande en eau. On a des données de prélèvement que très récemment, il y a une loi qui a été passée en 2009 qui demande des déclarations obligatoires pour la plupart des consommateurs d'assez grands volumes. Ça a été mis en œuvre plus au niveau de 2011, donc essentiellement, il y a des données assez récentes. Il y a des exceptions aussi à cette loi-là, mais on dispose quand même, je devrais plutôt dire, le gouvernement dispose d'informations depuis quelques années tant qu'à la consommation et les prélèvements. En revanche, on n'a pas d'informations sur les volumes d'eau qui sont retournés. Qu'est-ce que j'entends par volume d'eau qui est retourné? C'est que si on prend une municipalité le long d'une rivière, va aller chercher de l'eau pour faire circuler, fournir d'eau potable sa population, mais aussi l'eau va être récupérée, va être traitée et peut être retournée à la rivière. Donc, si on regarde la quantité d'eau qu'on prend au début, si on veut immédiatement à l'entrée de la ville et l'eau qu'on retourne à la sortie de la ville, bien, la différence entre les deux, c'est l'eau qu'on a vraiment enlevée du système. Et on a le potentiel de retourner beaucoup de l'eau au système. Donc, pour faire ce genre de réflexion-là, on appelle ça des coefficients de consommation
qui est un indicateur du pourcentage du prélèvement qui a vraiment été utilisé de manière terminale. Donc, si on regarde ici les approvisionnements publics, il y a 12 à 15 de l'eau qui ne sera pas retournée à la rivière dans des conditions moyennes. Pour l'irrigation ou pour l'élevage, là, l'usage est beaucoup plus terminal. On va travailler avec des coefficients de consommation de 80 à 100 %. Donc, si quelqu'un conçoit son irrigation de façon optimale et parfaite, 100 % de l'eau sera utilisée à la croissance des plantes et donc il n'y aura pas d'eau qui va sortir du champ et qui sera retournée d'une manière ou d'une autre au système. Les industries consomment aussi 8 à 10 %, mais ça fait un coefficient agrégé de l'ordre de 12 à 15 % parce que l'approvisionnement public est de loin le plus important au Québec et l'irrigation n'est pas encore si répandue. Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de répondre à la question sur l'impact du changement climatique sur la demande? On a fonctionné avec une approche qu'on appelle les climats analogues. C'est une approche qui est simpliste et qui n'a pas la même valeur que si on avait un modèle formel, mais comme je vous ai expliqué, en absence de ce modèle-là, on va travailler avec un outil de ce genre-là. L'approche, c'est qu'on va regarder le climat futur. On l'a fait pour différentes régions du Québec. Donc ici, le Québec est morcelé dans la partie sud. C'est différentes régions administratives pour lesquelles on disposait d'informations. Puis on se pose la question suivante. Je vais chercher le climat futur pour ces régions-là. Par exemple, je prends la région de la Montérégie. Puis ensuite, je me pose la question, est-ce que je peux retrouver un climat équivalent quelque part ailleurs sur le territoire proche? Donc, essentiellement, la question qu'on va se poser au Québec, c'est est-ce qu'il y a des zones plus au sud que de la Montérégie où on pourrait trouver actuellement un climat qui ressemble au climat futur du Québec? Ça nous sert d'analogue, c'est-à-dire que je pourrais identifier une région pour laquelle il y a les conditions présentes ressemblent à ce que pourrait être la Montérégie de 2050. Puis là, je pourrais regarder comment ces gens-là gèrent leur eau, quelle est la demande, quelles sont la façon d'apprécier la situation. La région de l'Outaouais, ici, qu'est-ce qu'on trouve comme point de différentes couleurs? On avait 9 scénarios climatiques différents. Donc, quand on a une couleur, un point qui tourne dans les orangés, c'est qu'on a trouvé un lieu qui a plusieurs confirmations qu'il y a des similitudes entre cette région-là et la région d'origine. Donc, si on se fie à ça, le climat de l'Outaouais de 2050 ressemblerait au climat actuel du sud de l'Ontario, de la Pennsylvanie et de l'État de New York. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est que, ensuite, ça nous permet d'aller voir dans ces régions-là, puis de regarder, par exemple, si leurs coefficients de consommation sont du même genre que nous. Est-ce que l'irrigation qu'ils vont faire dans ces régions-là est du même ordre de grandeur? Quel est leur mode d'opération pour nous donner une indication sur comment on pourrait, nous, agir en 2050. En termes de demande en eau, c'est relativement positif parce que c'est des régions qui ont encore un comportement ou un rapport à l'eau qui ressemble beaucoup à nous. Donc, ce n'est pas des régions qui ont des modes de gestion très différents de nous, ce qui nous laisserait croire qu'on n'aura pas à changer substantiellement nos habitudes de consommation autour de 2050. Ça m'amène à mes principales conclusions que je viens d'énoncer en partie. L'approche par territoire analogue nous permet de les contextualiser spécialement le climat futur, donc ça reste un outil de réflexion et ça nous permet de voir que d'ici 2050, on ne se compare pas à des régions qui vont présentement plus au sud que la Virginie occidentale. Les coefficients de consommation de ces territoires ressemblent aux nôtres ainsi que leurs pratiques agricoles dans l'ensemble. Il n'y aura pas de changement remarquable de la demande anthropique qui serait liée, et là j'insiste, au changement climatique. Donc, ça ne veut pas dire que les autres contraintes que j'ai mentionnées au début, les changements de la population, de la réglementation, etc., ne nous amèneraient pas à agir différemment qu'actuellement. L'eau dans nos rivières risquant d'être moins abondante en période estivale, on peut se poser la question si notre niveau de demande actuel est compatible avec de l'eau en moins grande quantité dans nos rivières. C'est une photo que j'ai prise dans le sud des États-Unis où on voit le fleuve Rio Grande sans eau. C'est pas qu'elle est si transparente, c'est qu'il n'y en a tout simplement pas. Et vous conviendrez que, sans que je sois biologiste, que c'est peut-être pas optimal pour l'habitat aquatique de mettre une rivière dans cet état.
c'est qu'en fait, à ce moment-là, ils ont une décision, vu que l'eau n'est pas si abondante dans ces régions, de retenir toute l'eau dans les réservoirs pendant l'hiver et de permettre aucun écoulement, vu qu'il n'y a pas d'agriculture à cette période de l'année. Je pense qu'on a des déclarations de prélèvement. Il faudrait que ces déclarations-là soient étudiées et soient analysées. Donc, on a un outil qui est nouveau et je pense que c'est une tâche qui nous appartient d'essayer d'en tirer des enseignements. Il y a toute la question de la consommation effective que j'ai mentionné ici, qui est un outil assez indirect pour estimer notre demande. On aurait besoin au moins de raffiner ces notions-là pour le Québec, parce que souvent, on se demande un peu ces coefficients-là, ils sont tirés de quel endroit. On peut construire un modèle formel. Le fait qu'on dispose maintenant d'informations de prélèvement, on serait en mesure de monter un modèle numérique plus formel de la demande en eau, on pourrait également inclure plus directement l'effet du climat. Ça se fait ailleurs, ça ne se fait pas ici, essentiellement parce que les données n'étaient pas disponibles, mais maintenant elles le sont. Et si on avait cette information-là sur la demande de manière structurée, mais on pourrait aller encore plus loin dans notre outil de gestion parce que là, on pourrait confronter l'offre et la demande. On pourrait regarder des manières optimales de gérer notre eau. Tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion. Donc un exemple évident, c'est le droit à la vie. Ça tombe sous le sens que, en fait, on a le droit de ne pas se faire assassiner quand on marche dans la rue par des criminels ou même par la police. Donc c'est une invention qui est très très récente. Si vous aviez parlé à quelqu'un il y a 60 ans et que vous lui aviez dit, ben, en fait, vous avez le droit à la vie, il y a des très très bonnes chances que monsieur, madame, tout le monde n'aurait pas compris qu'est-ce que vous vouliez dire exactement. En fait, le concept de droit de la personne est né en réaction aux horreurs absolues là, du régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'Holocauste, les pogroms ethniques. Lorsque les Alliés ont gagné la guerre, donc, ils se sont dit que toutes ces atrocités devaient être imputées à des gens qui étaient responsables, qui devaient être punis. Malheureusement, donc, ces gens-là, en fait, ils avaient suivi texto, ils avaient respecté le droit qui était en vigueur dans l'Allemagne de l'époque. Et donc, ils n'avaient pas commis, si l'on veut, de crimes dans leur système juridique national, si l'on veut. Donc, ce qui a été inventé à ce moment-là, c'est un concept d'un droit de la personne qui est immanent, si l'on veut, qui n'a pas nécessairement de réalité concrète dans le droit positif. Et quand je parle de droit positif, c'est vraiment le droit qui est écrit, qu'on peut lire dans le Code civil, par exemple, ou dans le droit criminel, quelque chose qui se lit noir sur blanc et dont à peu près tout le monde peut prendre connaissance. Donc, ce droit-là, en fait, ce droit de la personne qui est immanent, eh bien, en fait, il s'applique, quel que soit, si l'on veut, le système juridique concret dans lequel on vit. Essentiellement, le droit de la personne, c'est un droit qui est conçu comme étant un droit, ou plutôt un idéal irrépressible, un impératif éthique, ou alors un outil socio-économique de libération, par exemple. La première manifestation, la première concrétisation, si l'on veut, des droits de la personne dans le droit international, c'est fait par le biais de quelque chose qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signée, si l'on veut, en 1948, pardon. Il s'agit d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. En fait, ce n'est pas du droit vraiment très solide, dans le sens où les sujets principaux de droit international sont les États. Donc, pour générer du droit international qui permet de gérer l'arène internationale, en fait, il faut que ce soit les sujets de droit de cette arène-là, c'est-à-dire les pays qui s'entendent entre eux pour signer des espèces de contrats qu'on appelle traités, conventions. Ce n'est pas encore vraiment du droit formel, mais c'est une déclaration qui énonce quand même les droits fondamentaux de l'individu et qui comporte 30 articles. Vous avez des exemples ici, comme par exemple le droit à la vie à l'article 3, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui se trouve à l'article 19. Le droit à la propriété, qui est assez important, en fait, on le verra aussi plus tard,
Et c'est pour ça que j'attire votre attention sur ce droit-là, qui se trouve à l'article 17. Vous voyez un petit peu le type de texte qui donne vie à ce droit-là dans un instrument international. Ça dit donc « toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ». Et deuxièmement, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété, comme par exemple par l'expropriation. Il n'y a pas de droit de l'eau dans la déclaration. En fait, le droit à l'eau est lui aussi apparu comme une espèce de réaction. Et on le verra plus tard, en fait, une réaction à des problèmes environnementaux, des problèmes de famine, etc. La deuxième étape de matérialisation des droits de la personne en droit international s'est produite par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été signé en 1966. Et il s'agit cette fois-ci, par contre, contrairement à la déclaration dont je vous parlais tantôt, d'un instrument, d'un traité formel de droit international donc, qui a été signé par des pays. Donc, c'est un traité qui a une force juridique obligatoire envers ses signataires. En fait, c'est des droits qui, en théorie, peuvent s'exprimer de façon tout à fait libre, sans aucune intervention de l'État. Et en fait, ce que ces droits requièrent, c'est justement l'absence de toute intervention de l'État, comme par exemple le droit à la vie. Ben, en fait, dans la mesure où il n'y a pas de bandits, où il n'y a pas de force répressive qui nous empêche de vivre, on va continuer à vivre notre vie normalement. Donc, c'est un petit peu ça l'idée derrière cette première génération de droits. Dans ce pacte-là se trouve donc le droit à la vie, à l'article 6, l'interdiction de la torture et le droit à la liberté. Encore une fois, il n'y a pas de droit à l'eau. En même temps que le pacte précédent, a été signé un autre pacte. Ça, c'est le pacte qui était sponsorisé, si l'on veut, par le bloc de l'Est, le bloc communiste, qui contient, lui, des droits positifs, donc des droits de deuxième génération. Dans ce cas-ci, l'État doit investir des ressources humaines et financières considérables pour assurer ces droits. On peut penser, par exemple, aux droits du travail, aux droits à la sécurité sociale, aux droits à l'éducation, tous des droits qui, évidemment, requièrent énormément de ressources financières et humaines. Encore une fois, il n'y a pas de droit à l'eau. Compte tenu de l'ampleur des ressources qui sont requises pour assurer de remplir ces droits-là, qu'on puisse les exercer dans leur plénitude, ce sont des droits qui sont conçus en droit comme n'étant pas immédiatement exigibles, sauf exception. Là, on peut rentrer dans les détails, on pourra le faire si vous avez des questions là-dessus. Mais essentiellement, on comprend bien que pour des États pauvres, des États du Sud, par exemple, c'est pratiquement impossible d'assurer à tout le monde un droit à la sécurité sociale. Et donc, c'est impossible d'exiger ces droits-là. Ce sont des droits, si l'on veut, sur papier. Ce qui s'est passé, c'est qu'aux alentours des années 70, fin des années 70, peut-être début des années 80, on a commencé à justement avoir, comme je disais tantôt, des famines, des sécheresses, des crises alimentaires plus ou moins mondiales, en tout cas certainement dans le Sud, qui ont causé donc des crises extrêmement graves. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient mourir de faim, qui pouvaient mourir aussi de soif. Et c'est dans ce contexte-là vraiment qu'est née l'idée de ce droit à l'eau, donc une idée très floue au départ, qui a fini par se matérialiser ensuite en droit. Là, des chiffres qui sont tous un petit peu effarants là, quand on pense à l'ampleur de la misère que ça cache. On parle de 884 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement de base, 1,5 million d'enfants âgés de moins de 5 ans qui meurent, et 443 millions de jours d'écoles qui sont perdus chaque année du fait de maladies d'origine hydrique. En fait, ces maladies d'origine hydrique, évidemment, font partie de tout ce complexe-là du problème de l'accès à l'eau potable, parce que c'est une des plus grosses causes de contamination de l'eau, ce sont évidemment les matières fécales. Et c'est suite à ça qu'a commencé effectivement à se matérialiser dans l'ordre juridique ce concept de droit à l'eau. Là, vous voyez une convention relative aux droits de l'enfant qui date de 1989, qui comporte quelque chose qu'on peut apparenter, plus ou moins, à un accès à l'eau potable matérialisé dans le domaine juridique. Si vous regardez le texte de cet article-là, il est quand même extrêmement flou et on peut dire que, encore une fois, sa portée impérative envers ceux qui ont des obligations de fournir de l'eau est aussi, en fait, très molle, si l'on veut. C'est un droit qui accorde principalement un droit à la santé. Et
dans les mesures qui sont requises pour permettre l'expression de ce droit à la santé, au paragraphe 2, vous voyez que l'eau potable est l'une des mesures qui est requise. Mais le texte même de cet article-là montre bien qu'en termes d'obligations impératives, on est loin du compte. On parle de lutter contre la maladie, notamment grâce à la fourniture d'eau potable. Le droit à l'eau continue à se révéler de façon de plus en plus pleinement à travers une résolution de l'Assemblée générale qui est quand même assez récente en termes de droit. Le droit évolue extrêmement lentement, au grand désespoir des scientifiques souvent. Donc, cette résolution qui date de 2010, elle reconnaît que le droit à l'eau potable et à l'assainissement, donc vous voyez les deux aspects qui peuvent être même reliés au droit à la santé, qui est un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les autres droits de l'homme. Le deuxième paragraphe fait déchanter un petit peu parce qu'on comprend qu'il est encore aussi flou que ce qu'on pouvait voir avec la Convention sur les droits de l'enfant. Il s'agit simplement d'intensifier les efforts faits pour que l'eau soit accessible et abordable pour tous. Là, on commence à voir une petite pointe d'interaction entre le droit à l'eau et la dimension économique de cette eau-là. Ces juristes ont procédé à l'interprétation détaillée du pacte de 1966 pour en arriver à la conclusion que ce droit-là se trouvait niché quelque part de façon implicite dans les articles 11 et 12, c'est-à-dire le droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, vêtements et logements suffisants, le droit à la sécurité alimentaire, donc être protégé contre la faim et la famine, et l'article 12, le droit à la santé. Il tombe sous le sens, évidemment, que si on ne peut pas boire, la santé va péricliter de façon assez rapide. Donc, on peut concevoir intellectuellement que l'eau est une nécessité, là, est un droit qui est lié, ou peut-être accessoire à ces droits-là qui sont exprimés explicitement dans le pacte de 1966. Selon les estimations de l'OMS, on parle d'une quantité d'eau qui serait aux environs de 100 litres par jour par personne. Et quant à l'aspect qualitatif, en fait, il s'agit de normes qui sont ultra détaillées. On parle de documents qui font des centaines et des centaines de pages et qui concernent, en fait, toutes les concentrations de contaminants maximales qu'on doit retrouver dans l'eau pour qu'elle reste potable. Le droit à l'eau existe-t-il au Québec? En fait, ce droit existe depuis seulement 2009. D'abord, c'est un droit qui, de toute évidence, est très limité. Le législateur nous dit qu'il, en fait, s'exerce dans les conditions et les limites qui sont définies par la loi. Deuxièmement, c'est un droit dont bénéficient seulement les personnes physiques, donc une compagnie ne peut pas bénéficier du droit à l'eau. C'est un droit dont on peut bénéficier aussi pour son alimentation et son hygiène, ça c'est troisièmement, et finalement, c'est un droit d'accès à l'eau potable. Ce n'est pas un droit de propriété sur l'eau elle-même, c'est vraiment un droit d'ouvrir le robinet pour se sustenter. C'est un droit donc qui se détaille au niveau quantitatif par une série de dispositions qui sont contenues non seulement dans la loi sur les compétences municipales, mais aussi dans d'autres règlements. Pourquoi je mets l'emphase sur la loi sur les compétences municipales? C'est parce que aux environs de 94% de la population québécoise est alimentée à des réseaux d'aqueducs municipaux. Au niveau de la qualité, c'est le règlement sur la qualité de l'eau potable qui prévoit toutes les normes de contamination qui doivent être respectées afin que vous puissiez boire de l'eau qui est effectivement potable. Il y a certaines exceptions qui sont faites pour l'eau embouteillée. Ces exceptions-là sont prévues par tout le cadre législatif applicable aux produits alimentaires. Et quant aux dispositions plus générales, comme dans le cas du pacte de 1966, on peut comprendre que dans des droits très généraux qui sont prévus aux chartes canadiennes et aux chartes québécoises, peut se cacher un droit implicite à l'eau, notamment par exemple dans le droit à la vie de la charte canadienne ou dans le droit à l'environnement de la charte québécoise. Moi, je suis de ceux qui pensent que le droit à la qualité de l'eau s'est beaucoup amélioré dans les dernières années et de ceux qui pensent qu'au Québec, les choses vont plutôt bien.
malgré que lorsqu'on entend les nouvelles, lorsqu'on lit les journaux, on parle de choses qui vont plutôt mal. Et on parle beaucoup de gaspé, on parle d'algues bleues, de toutes sortes de choses qui, pour un commun des mortels, ça donnerait l'impression que les choses ne vont pas assez bien. Mais les choses sont beaucoup améliorées en ce qui est l'accès à la qualité de l'eau potable. On parle souvent de déréglementation dans le domaine de l'eau potable, au Québec en particulier, mais partout en Amérique du Nord. Il y a une tendance plutôt à réglementer pour protéger la population et pour s'assurer qu'elle reçoit une eau sûre et de bonne qualité. Aussi, on surveille de plus en plus la qualité de l'eau, et plus on surveille, plus on voit des problèmes. Lorsqu'on ne surveille pas, on ne dénote pas des problèmes. Alors la raison pour laquelle il y a plus d'algues bleues, c'est peut-être parce qu'on les regarde davantage. Donc la surveillance implique davantage, par exemple, d'avis de bouillir. Vous entendez des fois en été dans les nouvelles que telle municipalité, notamment une petite municipalité, se retrouve en avis de bouillir ou en avis de non-consommation. C'est un résultat, ou c'est le résultat de peut-être une surveillance accrue. Évidemment, les connaissances scientifiques et techniques se sont également accrues, techniques, mais aussi les connaissances sur le rapport de la population avec l'eau, par exemple sur les risques perçus. On parle aussi d'investissements très importants. Au Québec, d'ailleurs, depuis les événements de Walkerton, on a resserré beaucoup la réglementation, on a investi énormément en matière d'eau potable, surtout en ce qui concerne les infrastructures d'eau, entre 1 et 2 milliards de dollars, pour que les municipalités se dotent d'infrastructures de traitement et aussi de distribution d'eau potable pour assurer la santé de la population. Si l'eau provient d'une rivière, elle doit être toujours traitée. Dans un pays industrialisé, en Amérique du Nord et en Europe, ce n'est plus acceptable de distribuer une eau qui n'est pas traitée, surtout s'il s'agit d'une eau de surface qui coule dans un territoire anthropisé. Avant que l'eau se retrouve dans une usine de traitement, elle doit être pompée, et ça vient d'une prise d'eau, et cette prise d'eau est associée à une source. Et cette source-là, c'est un territoire. Ce n'est pas un point de prélèvement, c'est là où on prend les mesures, généralement autant de prélèvements que de présence de contaminants, mais dès qu'on prélève une eau, cette eau-là a voyagé à partir des points dans un bassin ou dans un aquifère. On dit aquifère lorsqu'il s'agit d'une eau souterraine ou un bassin d'alimentation lorsqu'il s'agit d'une eau de surface. Et donc, cette eau-là a été transportée, s'est déplacée dans le sous-sol ou dans la surface d'un bassin versant et a peut-être entré en contact avec des contaminants qui viennent des origines diffuses ou d'origine ponctuelle. Et ce territoire peut être extrêmement grand comme il peut être très petit. Pensons par exemple aux événements de l'été de lac Mégantic, qui auraient pensé que la ville de Lévis et la prise d'eau du secteur Charny de la ville de Lévis auraient dû fermer la prise d'eau potable en raison d'un événement qui s'est passé à environ 150 km en amont. Mais ça a été la réalité. C'est-à-dire que la prise d'eau de Charny reçoit une eau qui a voyagé dans un grand bassin versant et qui a peut-être été contaminée. Ça fait plusieurs jours à des distances très importantes. Donc, on va parler de la gestion multibarrière ou à barrières multiples. La gestion de l'eau potable, ce n'est pas seulement une usine, ce n'est pas seulement un réseau d'aqueducs, c'est aussi un territoire, un bassin d'alimentation ou un aquifère. Et cet aquifère ou ce bassin d'alimentation, c'est la première barrière. Si on gère bien la première barrière, certainement on va réduire les coûts de traitement, mais l'avantage de gérer le bassin versant pour la protection de la prise d'eau potable, c'est qu'on va également protéger en même temps tous les écosystèmes et tous les usages de l'eau. Généralement, nos territoires sont déjà occupés. C'est très bien, on peut identifier un bassin versant d'une prise d'eau, mais généralement, ces territoires sont déjà bâtis, ils sont déjà encadrés, ils sont déjà réglementés. Il y a des outils qui servent à gérer le territoire, par exemple des schémas d'aménagement ou des plans d'urbanisme. Mais c'est possible que cet encadrement de gestion a été mis en place il y a plusieurs années avant qu'on s'imagine
qu'on doit ajouter une première barrière à la protection de l'eau potable. Cette notion de protection de la source que la notion de gestion du territoire par des instruments législatifs comme des plans de zonage, des schémas d'aménagement. Donc, si on veut protéger une source, on doit protéger un territoire, mais en plus que le territoire est occupé et déjà encadré par un cadre législatif ou de gestion, peut-être ce territoire-là découpe plusieurs unités administratives, plusieurs municipalités, même plusieurs pays. Évidemment, il y a des bassins versants, des bassins d'alimentation d'un point d'eau dans une rivière qui peuvent se trouver à l'extérieur des limites administratives où cette eau-là pourrait être relativement facilement gérée. Un exemple plus proche de chez nous de la difficulté de gestion, la troisième prise d'eau la plus importante de la région de Québec, il y a 2 prises d'eau sur la rivière Montmorency, dans l'est de Québec. Et la prise d'eau est très proche de l'embouchure de la rivière, quelques kilomètres en amont des chutes Montmorency. Donc, le bassin versant de la prise d'eau, qu'il faut théoriquement protéger pour s'assurer qu'on minimise la présence des contaminants à la prise, correspond à presque tout le bassin versant de la rivière Montmorency. Ça donne que le bassin versant de la rivière Montmorency est situé, au moins 95%, environ 80% de ce territoire-là est situé à l'extérieur du territoire de la ville de Québec, qui est la ville qui utilise l'eau de la rivière Montmorency. Il y a plusieurs municipalités en amont de cette prise d'eau qui n'utilisent pas l'eau potable provenant de cette prise d'eau, mais qui peuvent avoir, dans l'utilisation du territoire, peut avoir un impact important sur la prise d'eau. On s'est assuré qu'on était capable de gérer autant la prise d'eau de la rivière Saint-Charles que la prise d'eau de la Montmorency, avec la collaboration des municipalités en amont. Les choses vont bien parce que il y a un encadrement réglementaire qui existe depuis longtemps et qui vise, entre autres, à protéger les prises d'eau potable. Assainissement municipal, donc toutes les infrastructures de traitement d'eau usée, exploitation agricole, il y a un règlement depuis une vingtaine d'années qui encadre les activités agricoles dans le territoire, les types de fertilisants, la localisation des fertilisations et les distances à respecter entre les sites de fertilisation et les cours d'eau en particulier. Il y a une politique d'aménagement du territoire très importante, qui est la politique des rives et du littoral. Il y a des suivis de la qualité de l'eau, un programme qui s'appelle le réseau rivière, qui permet de savoir comment la qualité de rivière évolue dans le temps et dans l'espace. Il y a des programmes aussi. Il n'y a pas seulement des règlements, mais il y a des programmes, comme le programme PACES, pour que les régions du Québec se dotent d'informations sur la qualité et la quantité des eaux souterraines. Mais en plus de ça, il y a des règlements, il y a un cadre réglementaire qui est évolutif. Évidemment, le règlement sur la qualité de l'eau potable qui existe depuis environ 10 ans et qui est maintenant appliqué un peu partout au Québec et qui est mis à jour de manière fréquente en termes d'exigence, niveau d'exigence, que de nombre de paramètres, que d'obligations de surveillance de la qualité de l'eau de robinet. Aussi un règlement sur le captage des eaux souterraines qui demande aux municipalités qui s'approvisionnent en eau souterraine de ériger ce territoire-là d'influence des captages, ce qu'on appelle des une aire d'alimentation, une aire de protection. Mais il y a un nouveau projet de règlement qui pourrait avoir des implications majeures, parce que c'est le règlement, ou ce projet de règlement, qui contiendrait les dispositions pour que les municipalités se dotent d'outils de protection des aires d'alimentation, des puits et également des bassins d'alimentation des prises d'eau de surface, c'est-à-dire d'identifier quels sont ces territoires-là, d'identifier les risques à la qualité de l'eau, c'est-à-dire quelles sont les formes d'utilisation du sol qui peuvent porter atteinte à la qualité de l'eau selon les distances ou les localisations géographiques dans lesquelles ces utilisations-là se retrouvent, et qui pourrait donc permettre aux municipalités d'identifier si effectivement dans le passé ils ont fait des erreurs sans connaissance de cause, parce qu'ils ont accepté un cadre de développement du territoire résidentiel, urbain ou agricole qui n'est pas compatible avec des objectifs de protection des sources.
ça peut devenir une obligation. De la même manière qu'aujourd'hui, les municipalités sont obligées de traiter l'eau par des équipements de traitement, ils pourraient être obligés de protéger les sources d'eau par des plans de protection. Le premier défi, c'est l'application de ce cadre réglementaire. Comment les municipalités vont pouvoir se doter de plans de protection qui tiennent compte de leurs particularités. Comment harmoniser ces plans de protection environnementaux des sources avec le cadre d'aménagement du territoire? Est-ce que ces plans de protection devraient être incorporés aux outils d'aménagement comme les plans d'urbanisme, les règlements d'urbanisme, les schémas d'aménagement, qui sont les outils qui déterminent les affectations dans le territoire? Évidemment, la participation et la sensibilisation de la population, c'est rare. Et si on faisait un sondage ici, et si je vous demandais, est-ce que vous habitez dans un bassin d'alimentation, à l'intérieur d'un bassin d'alimentation, d'une prise d'eau, probablement vous ne le saurez pas, vous saurez probablement d'où vient votre eau. Ce cadre réglementaire va requérir également des ressources financières importantes, pas seulement pour faire les études et les plans de protection, mais surtout pour les appliquer. Il y a toutes sortes de mesures de protection des sources. D'ailleurs, de plus en plus, il y a la question, pas d'expropriation, mais notamment d'achat de terres. Le maire Labombe achète actuellement des terres pour protéger le lac Saint-Charles, qui est la principale source d'eau potable de la ville de Québec. Donc, c'est des investissements très importants qui pourraient s'en venir. C'est sûr qu'on est très privilégié en termes d'accès. Si je veux dire, on est vraiment dans une catégorie à part là, en termes d'accès, de disponibilité. Mais je pense qu'on a des responsabilités quand même. Puis moi, j'attribue beaucoup le fait qu'on consomme tant d'eau à quelque chose de culturel. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Il y a certainement des économies d'eau qui sont possibles. C'est indéniable. En fait, c'est une question de volonté, d'organisation, de sentiment. Vous l'avez mentionné aussi qu'on ne sent pas toujours l'urgence. Il y a toutes sortes d'écoles à ce sujet-là. Il y a des gens qui vont dire que si on met des compteurs d'eau, les gens riches, ils vont s'en foutre, puis ils vont continuer à surconsommer, puis finalement, on va restreindre la consommation des gens les plus pauvres qui, eux, n'auront pas les moyens. En même temps, ça revient au mot de la culture que je mentionnais un peu plus tôt. Si on va en France, ça fait partie de la culture. Puis c'est pas uniquement parce qu'il y a un compteur d'eau que les gens prennent des douches plus rapides. Tout le contexte est fait autrement. Puis si tu vas habiter là un moment, tu vas rapidement adopter le mode de vie local. Tout simplement parce que le logement que tu vas avoir un chauffe-eau minuscule, puis que tu vas rapidement comprendre que tu peux pas prendre une douche interminable parce qu'à moins d'aimer les douches froides. Donc, il y a des contextes, il y a des aspects culturels qui sont importants. C'est presque une valeur, une opinion, une valeur. Moi, personnellement, alors je vous donne mon opinion, mais pas en tant qu'expert dans le domaine de la floration, mais plutôt que spécialiste dans l'eau, mais aussi que citoyen. Moi, je pense que dans une société relativement riche comme la nôtre, il y a d'autres sources de fluor qui peuvent aider la santé dentaire. Les médecins dentaires vont vous dire qu'il y a des liens entre la non-fluoration et des maladies accrues dentaires. Donc, c'est des données épidémiologiques qui viennent de certaines études qui suggèrent ça. Moi, je ne dirais pas que je suis contre totalement, mais je ne suis pas très pour. Les expériences sont multiples, certaines positives, certaines négatives. C'est difficile de porter une généralisation sur comment faire par rapport à ça, mais il y a une nécessité de trouver les moyens, et les questions du droit de l'eau touchent à ça, de s'assurer une disponibilité, une accessibilité pour répondre aux besoins.
La priorité qui a été mise avec les objectifs du millénaire, c'est d'augmenter l'accessibilité à l'eau potable, d'augmenter le traitement des eaux. C'était quand même très notable les progrès depuis les 14 dernières années à ce sujet-là. Ce n'est pas suffisant, mais les progrès sont très significatifs. Il reste des problèmes majeurs dans certaines zones rurales où les moyens financiers sont difficilement à mettre en place, mais au niveau international, la priorité a toujours été portée là-dessus. Les grandes organisations mondiales, bien, ces entreprises-là sont là pour faire de l'argent, sont là pour donc rendre un service, mais en échange d'argent en fonction de leur service. Donc, il y a toutes sortes de scénarios possibles. Nous, au Québec, on a plutôt une approche municipale en général par rapport à ça. D'autres pays ont des succès avec des grandes entreprises. Je pense que c'est des possibilités qu'il faut évaluer. Je me méfie tout le temps. Dans les deux cas, tu as des groupes qui rendent des services et qui ont une responsabilité de te fournir de l'eau potable et qui vont toujours dire que tout va bien parce que, justement, il faut qu'ils rassurent leurs clients et leur population. Puis ça a un effet un peu vicieux, c'est-à-dire que quand ils vont voir, par exemple, le maire pour dire on devrait réinvestir, bien, il va dire tu me dis que ça va bien, donc tu n'as pas besoin de réinvestir. Donc, ça devient un peu difficile d'entretenir des fois ces systèmes-là. Il y a des expériences latino-américaines qui ont été très bonnes, d'autres qui étaient très mauvaises. Et les très bonnes sont bonnes, surtout au milieu urbain, parce que le service s'améliore. Effectivement, au milieu rural, on ne peut pas prétendre approvisionner une population à des coûts raisonnables. C'est une question de coûts. Et le retour vient aussi au gouvernement parce que ces compagnies sont redevables selon la loi au gouvernement lorsque ces lois sont bien appliquées. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Le Canada aurait fait des réserves juridiques suffisantes, selon certains, pour éviter que l'eau tombe sous la coupe de l'ALENA, etc. Donc, est-ce que c'est un objet de commerce? Ça reste à débattre. C'est encore ouvert comme question. Il est probable que, à mon avis, le régime constituant de l'ALENA qui ait le plus d'impact sur la gestion de l'eau soit le régime de protection des investissements étrangers, c'est-à-dire, par exemple, la protection qui est accordée aux investisseurs américains qui s'implantent au Canada et qui ont des entreprises qui consomment de très grands volumes d'eau. En fait, ces investisseurs américains-là disposent d'une meilleure protection contre l'expropriation que des investisseurs canadiens dans leur propre pays. À mon avis, c'est probablement l'aspect qui est peut-être le plus crucial. Je vais faire une comparaison. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter de l'eau embouteillée parce qu'ils croient qu'ils préservent leur santé en faisant ça. Puis moi, je vais faire une analogie avec les gens qui croient que les changements climatiques n'existent pas. Vous êtes dur. Non, je ne suis pas dur, c'est le même mode. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des simplifications du fonctionnement de la nature, puis on a une façon de concevoir le monde, puis quand on a une information qui vient en contradiction avec nos pensées, on a tendance à les rejeter. Donc, si les gens qui sont convaincus qu'en achetant de l'eau, ils vont vivre plus longtemps, mais on ne réussira pas à les faire changer si facilement, ni avec nécessairement une approche qui pourrait nous sembler très rationnelle. C'est un bon vieux truc de professeur. Il faut savoir que si on veut permettre à quelqu'un d'accepter une nouvelle connaissance, il faut d'abord voir si ça ne rentre pas en conflit avec des connaissances qui sont déjà acquises. Puis si on est en conflit avec ces connaissances-là, il y a peu de chances que la nouvelle connaissance va être acceptée. Elle va être rejetée, même si ça peut sembler très, très logique. Contexte québécois, encore là, on est assez bien nantis parce que, oui, on fait certains dégâts environnementaux en créant des barrages, ils ne sont pas négligeables, mais il y a une retombée potentielle pour l'ensemble de la population parce que Hydro-Québec, en principe, nous appartient.
C'est loin d'être le cas ailleurs sur la Terre où beaucoup de grands barrages causent des problèmes et des sévices aux populations locales alors qu'ils n'en tirent aucune retombée. Ouais. Est-ce qu'on parle de gaz de schiste, justement, pétrole de schiste, nucléaire? En fait, pas mal, presque toutes les sources d'énergie demandent des gigantesques volumes d'eau. En fait, on peut se poser la question, entre plusieurs mots, est-ce que l'hydroélectricité serait pas, en fait, la meilleure ou la moins pire des solutions? Si les Américains n'étaient pas débarqués en Irak comme ils sont débarqués, l'Irak, eux, était prêt à attaquer la Turquie parce qu'ils construisaient un barrage. Naturellement, là, leur armée, ils ont perdu leur pouvoir d'attaque, mais c'est un endroit qui était très explosif et qui le reste encore. C'est un bon exemple. La Turquie a l'eau qui arrive en premier. Donc, eux autres, ils ont décidé que, vu que c'était l'eau qui était chez eux, bien, qu'ils pouvaient bloquer l'eau et l'utiliser pour eux. Donc, rien laissé pour les pays qui suivent. Le même problème survient présentement sur le Nil. Il y a des constructions là, qui sont envisagées. Et l'Égypte aussi, s'il n'y avait pas les instabilités qu'on a connues récemment, serait peut-être déjà intervenu militairement dans d'autres pays. Le cas des Grands Lacs est souvent présenté comme un de ceux qui marchent bien dans le monde. Ah oui? Oui. Parce que, il y a seulement 2 pays, ça aide. Les guerres sont moins courantes entre nos 2 pays aussi, là, même si on nous a rappelé la guerre de 1812 récemment. Il reste que c'est assez complexe comme mécanisme. Puis, il y a plusieurs joueurs autour de la table qui se partagent leur opinion, puis qu'il y a une décision qui est prise. Mais à long terme, les niveaux vont baisser. Ça se peut que le Saint-Laurent ne ressemble plus à ce qu'il est actuellement. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas parce que le droit ne le permet pas, mais c'est tout simplement parce que ça coûte très très cher en termes d'énergie, de ressources, de déplacer de l'eau parce que c'est très lourd. Les transferts d'eau interbassins, que ce soit à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle régionale ou même internationale, en fait, c'est très proche d'une machine de destruction massive de l'écosystème aquatique. Ça se fait déjà, par exemple, dans l'ouest des États-Unis, il y a des municipalités qui amènent leur eau de distance de quelques centaines de kilomètres, mais ils sont capables de le faire parce qu'ils ont les capacités financières de le faire. Là-bas, il n'y a pas de sources de surface aussi riches comme on peut avoir dans l'Est, le corridor Est nord-américain. Les puits atteignent des niveaux généralement très faibles en temps sec. Si on prend la carte du monde en termes de disponibilité d'eau, puis ensuite la carte du monde où il y a la densité de la population, on voit deux cartes complètement différentes. Donc, on a fait un développement sans se soucier de cette ressource. Présentement, il y a beaucoup de villes dans le monde où le développement le plus fulgurant sont dans des endroits où l'eau est déjà rare. Et donc, il y a une certaine, pas une inconscience, parce que je pense que c'est fait consciemment, mais il y a une insouciance qui est très claire, où on va faire du développement en disant, en appelant un ingénieur, lui dire, bon, ben, fais-moi des pompes plus grosses, des tuyaux plus gros, on va aller chercher de l'eau plus loin, puis on va faire notre développement. Donc, cette vision-là, une vision purement techno-scientifique, crée des problèmes.